On va commencer par parler d'analyse des données. Quand on fait de l'analyse statistique, ce qu'on essaie vraiment de faire, c'est d'analyser les données puis d'en extraire de l'information pertinente, l'information sur laquelle on peut agir, ou sur les bases desquelles on peut agir. Il y a une citation célèbre de Fisher qui avait dit le truc lorsqu'il a donné son discours présidentiel au premier congrès statistique indien en 1938, fait que ça fait quand même assez longtemps. Consulter les statisticiens une fois que l'expérience est terminée, c'est souvent leur demander de procéder à un examen post-mortem. Post-mortem après la mort de l'expérience. Au mieux, on pourra peut-être dire de quoi l'expérience est morte. Alors, il faut impliquer les statisticiens, les statisticiennes avant de commencer l'analyse. Il faut être impliqué lors de la cueillette des données, il faut être impliqué lorsqu'on décide des méthodes à utiliser. On ne peut pas seulement venir à la fin. Les outils qu'on utilise, puis les techniques d'analyse, elles ne fonctionnent pas dans le vacuum, dans le vide. Elles fonctionnent en conjonction avec les données qu'on a recueillies. C'est pour ramasser des données avec deux équipes différentes, puis les données sont pas les mêmes, même si vous utilisez les mêmes outils puis les mêmes techniques d'analyse, il n'y a aucune garantie que vous allez obtenir les mêmes résultats. L'envers de la médaille, c'est que si vous utilisez les mêmes données pour plus qu'une équipe d'analyse, mais que vous imposez pas un choix d'outils ou un choix de méthode d'analyse des données, c'est pas clair non plus que vous allez nécessairement obtenir les mêmes résultats. Et ça veut pas dire qu'il y en a une équipe qui est meilleure que l'autre ou qui a fait les meilleurs choix. Il y a un aspect dans l'analyse des données, l'analyse statistique, il y a un aspect qui repose entièrement sur les choix que l'on fait. Et on peut pas toujours justifier les choix qu'on fait. On prend le meilleur choix selon ce qu'on connaît à l'heure actuelle, mais quelqu'un d'autre qui se retrouve dans nos souliers connaît peut-être des choses différentes ou aura peut-être des idées différentes d'analyse. Puis ben ces choix-là, ces choix de méthode d'analyse-là peuvent finir par modifier les résultats. Alors, il faut faire très attention là, de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier, comme on dit en anglais. Le type de données que vous allez ramasser pour pouvoir faire les analyses, puis la priorité que vous accordez à la collecte des données, ça va dicter le choix de stratégie de collecte de données. Il y a d'autres demandes. Des fois, on n'a pas le temps ou on n'a pas les ressources financières nécessaires pour aller chercher des données de qualité supérieure. Et alors là, il faut agir en conséquence. Il faut faire des choix qui vont peut-être, qui seront pas les choix idéaux d'un point de vue analytique, mais qui seraient les choix optimaux du point de vue, ben, voici ce que je peux vraiment faire avec les contraintes du problème. La manière dont les résultats des analyses sont utilisés, quand le temps va venir pour les décideurs, les décideuses de prendre des décisions, va aussi influencer les stratégies de présentation des données. Puis ça aussi, c'est un aspect assez important. On n'a pas de règle qui nous dit dans une telle situation, voici ce qu'il faut faire lorsqu'on est en train de présenter les résultats. Ça va vraiment dépendre de votre audience, de votre auditoire, de ce qu'ils ont besoin d'entendre. Vous devez, en tant qu'analyste, toujours vous efforcer de travailler avec des données qui vont être représentatives, c'est-à-dire vous ne travaillez pas avec toute la population de données, vous travaillez avec un sous-ensemble de données. Il faudrait que ces données-là soient représentatives, puis il faut qu'elles soient non biaisées aussi. Il faut qu'elles soient choisies sans faire appel à des... qui soient non biaisées. Pour l'instant, je ne dirais que ça. Mais il y a des moments où ce que les données qui sont à votre disposition vont être défectueuses et vous ne serez pas capable de les nettoyer. Ou en tout cas, ça va être très difficile de les nettoyer. Et là, vous devez vous poser la question, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Est-ce qu'on procède quand même à l'analyse de données ou est-ce qu'on dit, désolé, je ne peux pas faire l'analyse de données? Vous êtes responsable en tant qu'analyste, là, professionnellement responsable, je veux dire, de l'exploration des données. Le procédé qui va vous aider à comprendre les données. Puis vous devez aussi
passer à la recherche d'éventuelles failles fatales dans l'ensemble de données avant de commencer l'analyse. Si vous faites l'analyse, vous publiez les résultats et que c'est seulement après cela que vous prenez le temps d'explorer les données puis de trouver des choses qui n'avaient pas d'allure, qui font en sorte que les résultats que vous avez obtenus sont plus valables, ben, une fois que c'est publié, c'est publié. Hein? Vous n'avez pas le choix, vous allez devoir recanter vos résultats, et ça, c'est pas très bon pour votre carrière. Hein? Il faut prendre la peine d'explorer les données avant de faire l'analyse. Même et surtout peut-être quand le client ou les gens qui vous donnent les données vous disent « Non, non, inquiétez-vous pas, on a exploré les données, on les a déjà nettoyées. » Il faut quand même prendre le temps d'explorer les données. En tant qu'analyste, vous avez aussi une responsabilité. Vous devez informer les clients ou vos parties prenantes là, de n'importe quel résultat ou de défaut qui pourrait venir arrêter, fausser, porter entrave au processus d'analyse. Ou, pire encore, à son applicabilité à la situation en question. On ne fait pas de l'analyse des données dans le vide. On a un problème spécifique à résoudre. Il y a quelque chose de spécifique qu'on aimerait faire. On ramasse des données, puis on va choisir des méthodes d'analyse pour pouvoir répondre à la question qui nous intéresse. Mais si, dans notre exploration de données, lorsqu'on cherche des failles fatales, si on trouve quelque chose qui fait en sorte qu'on ne peut pas faire confiance aux résultats de l'analyse, c'est important de le noter, de le remarquer, puis d'informer les gens qui vont prendre une décision. Vous ne pouvez pas seulement balayer les défauts sous le tapis. Faire comme si les défauts n'existaient pas. Dans un contexte académique, on laisse souvent de côté ce morceau-là des choses. On va supposer que les données qu'on a sont propres, sont valides, elles vont nous aider. On n'a aucune raison de ne pas croire aux données qu'on a. Mais dans la vraie vie, dans le monde où vous allez vous servir de vos données pour faire de l'analyse, en général, c'est pas le cas. En général, vous devez passer un gros 70 à 80% de votre temps afin d'amener l'ensemble de données dans un état où vous allez y faire confiance. Quand vous discutez avec vos parties prenantes, avec vos clients, avec les gens qui vont prendre les décisions, vous devez, en tant qu'analyste, aborder ces défauts éventuels-là ou ces problèmes éventuels-là avec les gens. Assurer que les résultats de l'analyse que vous allez leur présenter comportent un caveat approprié. Hein? S'il y a des problèmes avec vos données, il faut absolument que vous l'ayez mentionné. On ne cache pas ces choses-là.